bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver à Guéret pour les rencontres de Chaminadour. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui a organisé ces rencontres, les 20e, et pour remercier René d'avoir comment dire, été le guide suprême de ces rencontres. Oui, non, mais vraiment le guide suprême, je peux le dire, je le redis, parce que par moment, ces certitudes étaient telles que nous nous sommes inclinés. Et je dois dire que là, presque plus qu'à mi-parcours, je me rends compte qu'il avait raison. Il avait raison surtout. Peut-être cette journée de vendredi un peu chargée, mais nous allons, j'espère, être concis et dans cette conversation qui va tourner autour du thème de la traduction, Pasolini et la traduction. Alors, vous avez ici des éminents, non seulement spécialistes de Pasolini, mais également des spécialistes traducteurs, des grands traducteurs. J'ai eu hier soir, grâce à Hervé, la liste des livres de Pasolini traduits en français. C'est impressionnant, il y en a tellement, il y a aussi des rééditions, des éditions augmentées, etc. J'avoue que je ne peux pas retenir tous les noms des traducteurs, parce que quand on est un peu familier de la littérature italienne en langue française, traduite en français, on voit défiler quand même presque tous les traducteurs d'italien en français, parfois juste une incursion, juste un Pasolini, mais ils sont presque tous là. Mais dans le cas de René de Cecatti, c'est énorme, le nombre de livres que vous avez traduits, et dans le cas d'Hervé également. Et Nathalie Castagnet a traduit, alors c'est plus particulier son cas, parce que vous avez traduit à la fois des poèmes, on en parlera, et vous avez traduit des livres qui sont de l'entourage, qui entourent Pasolini. Ce sont des livres écrits par des proches, tellement proches que l'une de ses autrices est la mère même de Pasolini, Susanna Colucci. Bon, voilà, donc je ne veux pas m'arrêter sur le corpus de traduction de chacun d'entre vous. Disons que pour Hervé, c'est plutôt les écrits sur la peinture, sur le cinéma, mais aussi au-delà d'autres écrits de Pasolini. Et puis pour René, alors là, on ne va pas refaire la liste, mais on les citera comme ça. Donc la traduction est peut-être aussi Pasolini traducteur. Mais la traduction, déjà, je voudrais poser cette question à René. Vous avez commencé en 82 à travailler à des traductions de Pasolini. Et j'aimerais vous demander quelle était la situation de l'œuvre de Pasolini à ce moment-là en France. Qu'est-ce qu'on pouvait lire ? Comment vos suggestions de traduction aux éditeurs, comment ont-elles été accueillies ? Qu'est-ce qui vous a, incité, poussé à commencer cette longue aventure de traduction de Pasolini ? Bon, moi d'abord, Pasolini, je le lisais, c'était en 82-83, donc j'avais à ce moment-là 30 ans, mais je lisais Pasolini depuis l'âge de 16 ans, 17 ans, donc en italien bien sûr, et puisque je savais l'italien, mais bien sûr je m'intéressais aux traductions. Alors les traductions, on le sait, ça a commencé par une mauvaise expérience, qui était la traduction des romans romains. Il se trouve que c'était les choses les plus difficiles à traduire en français, et ça a commencé comme ça. Et donc, c'est Pasolini qui a été alerté par Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Guette. Non, Jean-Claude Brialy. Brialy ? Ah oui, bien sûr, l'acteur. Oui, qui jouait dans I Giovani Mariti. Et ce qui s'est passé, c'est que il a dit
c'est une catastrophe. Tes romans en français sont une catastrophe. Alors il a été inquiet. Et en effet, bon, c'est le problème des traductions des dialogues romanesques qui étaient traduits en argot. Et donc dans un argot artificiel, parce qu'on empruntait souvent aux traductions de séries noires, qui étaient déjà artificielles pour traduire de l'anglais. Mais alors là, dans le contexte, ça n'avait plus aucun sens. Bref, donc ça a été un problème. Mais par ailleurs, quand même, dans les années 80, empirisme hérétique, malheureusement traduit sous le titre Expérience hérétique, ce qui est un contresens sur le titre, ça n'a rien à voir en réalité. Donc ce sont les écrits sur le cinéma étaient traduits. Il y avait les écrits... La traductrice n'était pas responsable, la pauvre, Anna Roquet-Pulberg, qui était une traductrice tout à fait remarquable, mais on lui a coupé sa traduction en plus, on a publié que la moitié, et par ailleurs, bon, on lui a imposé le titre. Oui, tu as raison de corriger, mais tu vois, elle avait par exemple traduit également les écrits corsaires, les lettres luthériennes, et elle ne trouvait aucun éditeur. C'est moi qui l'ai édité beaucoup plus tard, en 2000. Quand j'ai dirigé une collection, donc il y avait une résistance à un certain Pasolini, aussi bien romanesque que théoricien, disons. Mais Pasolini, de son vivant, avait fait sa propre anthologie qui a été traduite par José Guidi, et ils ont établi la version française ensemble. Donc il y avait une très grande entente entre José Guidi, qui était un très très bon traducteur et un grand connaisseur de Pasolini, qui a également traduit Théorème parmi les romans. Il y avait également Le rêve d'une chose qui avait été traduit. Donc il y avait quand même, qui est un roman qui est très peu lu d'ailleurs, aussi bien en Italie qu'en France. Et voilà. Et donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis pris de passion pour l'odeur de l'Inde, que j'ai trouvé, et alors qu'il n'était plus disponible en Italie, il était disponible uniquement sous la forme où il avait paru la première fois, c'est-à-dire comme un supplément d'un journal, comme ça se produit, et je l'avais trouvé évidemment d'occasion, d'ailleurs à l'endroit où Pasolini a emmené Pello aussi, donc devant la gare de Rome. Et j'ai pu convaincre chez De Noël, avec qui d'ailleurs Nathalie et moi étions lecteurs pour l'italien, j'ai pu convaincre Georges Pirouet, qui était à ce moment-là directeur littéraire et qui était un grand traducteur d'italien lui-même, mais Pasolini, c'était pas vraiment son truc. Et donc, il a été convaincu par l'odeur des lignes. En réalité, quand il a vu, il s'attendait pas du tout à ce Pasolini extrêmement sensible, dans une langue fluide. Il avait un certain préjugé comme beaucoup, contre Pasolini. Et puis bon. Moi, la réponse qui était dite, c'était il appartient au passé. C'est quelqu'un. C'est-à-dire en 82, 83. Même pas 10 ans après sa mort. On disait non, ça c'est années 70, c'est dépassé. Et donc, ça a été un préjugé quand même pas très durable, mais quand même qui a tenu. J'ai convaincu aussi de publier Description de description, qui est son grand recueil de critiques littéraires publié dans Il Tempo, qui est un monument intellectuel et en plus qui est un arrière-fond formidable. Enfin, pour tous les gens qui travaillent sur Fellini, on voit d'où vient... sur Pasolini, pardon, d'où vient sa culture. Enfin, par exemple, vous avez pratiquement tout le corpus littéraire de Pétrole qui est traité dans Description de description, toutes les références littéraires. Donc c'est un livre vraiment fondamental, mais je n'en ai traduit qu'une partie, avec un principe que j'avais qui était il faut uniquement mettre les articles qui concernent les auteurs connus en France ou traduits en français. Donc j'ai traduit à peu près un peu plus de la moitié du livre et il y a 3 ans j'ai complété. Et donc, il y a une réédition quasi complète. Elle n'est toujours pas complète. Mais ce sont mes propres résistances, j'exagère quand même, parce que il y a un certain type de texte auquel je suis réfractaire, parce que je ne les comprends pas complètement. Mais il y a très peu. Et il doit y avoir une dizaine d'articles que je n'ai pas mis.
Voilà, et puis je me dis toujours, il y a certains articles qui au fond, comme certains textes, qui au fond n'intéressent que les gens qui savent l'italien, qui connaissent la littérature italienne en profondeur, et autrement on est obligé de mettre tellement de notes pour rendre compréhensible le texte. Bon, c'est un principe qui peut être tout à fait contesté. Déjà, il finit par être contesté parce qu'après, une édition complète finit par paraître. Voilà, donc ça c'était le premier temps. Et il se trouve que Nico Naldini a commencé à publier des textes inédits. Donc Nico Naldini, cousin, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est le cousin germain de Pasolini, celui qui était au fond le plus proche de Pasolini, beaucoup plus que sa cousine qui malheureusement est l'héritière. Mais lui était vraiment quelqu'un qui connaissait profondément l'œuvre de Pasolini. Et alors il a publié des textes qu'il a retrouvés, dont ceux qu'on a comme Douce par exemple, ces textes considérés comme mineurs. Et il y a eu donc Amado Migno et Atti Impuri, qui est un texte très important parce que c'est au fond le premier texte où il affronte directement son homosexualité. Ce sont des cahiers romancés, des journaux friolants romancés. Voilà. Et donc ça. Et posthume, voilà. Hein, tout ça n'a pas été publié de son vivant, ce sont des cahiers rouges, hein, c'est comme ça qu'ils étaient appelés, dont se détachaient certains textes. Et là, j'ai eu un appui fondamental chez Gallimard, dont j'étais lecteur. Il y avait Hector Bianchotti, qui n'aimait pas énormément Pasolini, d'ailleurs lui non plus. D'ailleurs, il a descendu en flèche, alors qu'on est très amis, ma traduction de Pétrole. Donc ça a été un moment dur quand Pétrole est sorti. Mais pour Atti Impuri, alors il a énormément aimé, probablement pour des raisons d'infinité, étant bien sûr lui-même homosexuel, mais aussi et il est de la même origine sociale du Piémont, lui, hein, enfin d'Argentine bien sûr, mais sa famille était du Piémont. Et donc c'est certain qu'il y a eu une reconnaissance. Ce monde paysan, il le connaissait. Et donc bon, il a appuyé. Voilà. Et après, tout a changé, c'est-à-dire, enfin, en bien, c'est-à-dire que à partir du moment où, bien sûr, des personnes comme Hervé, c'est-à-dire qui étaient à moitié déjà à l'université, ont commencé à s'intéresser de manière vraiment frontale à Pasolini, les choses ont complètement changé. Hervé, justement, alors, quelques temps après, vous arrivez, enfin, j'imagine que vous aussi, vous avez commencé à lire Pasolini relativement tôt. Oui, moi c'est en même temps au fond parce que mon premier livre traduit c'était les critiques de cinéma de Pasolini. C'était 1987, mais le livre était prêt depuis 4 ans. C'est une espèce de semi-faillite des éditions des Cahiers du cinéma qui ont empêché la sortie à peu près à l'époque où René traduisait. Quelle chance, Odeur de l'Inde, parce que c'est quand même la prose la plus géniale de Pasolini, l'Odeur de l'Inde. Et moi, j'avais rencontré Laura Betti pour faire un mémoire de maîtrise sur le cinéma de Pasolini. Et j'ai rencontré Laura Betti à Rome en 1981. Donc j'ai ramené des textes qui me paraissaient incroyables, absolument inconnus, c'est-à-dire l'activité de Pasolini comme critique de cinéma, ce qu'on ne connaissait pas du tout. Elle avait retrouvé des choses de 1959 inconnues. Elle me les a données comme ça, comme un jeune étudiant. Bon. Je me suis dit, on m'a donné quelque chose, il faut absolument que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai écrit ma première recherche là-dessus. Et ensuite, je l'ai proposé, et on aurait dû le publier au Cahiers du cinéma. Et finalement, ça a été publié aux presses universitaires de Lyon, où j'habitais, et avec l'Institut Lumière. Voilà. Donc ça, pendant très 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 longtemps, les critiques de cinéma n'ont pas été publiées en italien. Et Nico Naldini voulait que je les publie à l'époque où il publiait beaucoup de choses, parce qu'il trouvait que c'était important. Et finalement, l'éditeur lui a refusé. Donc c'est un critique de cinéma qui a fait cette édition que je trouve pas très bonne, parce qu'il fait des notes en bas de page pour dire Pasolini s'est trompé, il devrait pas dire ça. Bon, je suis pas d'accord avec cette manière de faire, mais enfin peu importe. Et voilà. Et ensuite, oui, j'ai été amené à continuer le travail avec les écrits sur la peinture. Et puis il y a eu une grande expérience en 2005 qui a abouti en 2005 à plusieurs livres en même temps. Et qui était le théâtre. Enfin, la chose vraiment très intéressante, c'était de traduire le théâtre de Pasolini, le théâtre de jeunesse. Parce que l'autre théâtre avait été traduit en français par une voie indirecte assez étonnante par la Belgique.
par un metteur en scène belge qui avait voulu monter Pasolini, et Graziella Carcossi lui avait donné le droit de publier, et il a publié chez Actes Sud. Et donc Actes Sud a publié petit à petit tous les textes, par différentes traductrices, de toutes les pièces de théâtre des années 60. Et finalement, un jour, ils l'ont remis dans un seul livre. Donc on a le théâtre de Pasolini bien connu, ce qu'on appelle les tragédies, ou les tragédies bourgeoises, ou le nouveau théâtre, enfin, après 1967 au fond, mais il a commencé à l'écrire à peu près là. Et donc, moi, j'ai recherché tout le théâtre qu'il a depuis ses 15 ans, au fond, puisqu'il y a un premier jet dans un exercice de lycée, un concours qui est sa première. Et puis ensuite, il y a la pièce écrite à 20 ans, Edipo all'alba, que finalement, miraculeusement, j'ai retrouvé dans les archives, mais que Graziella Carcossi ne veut pas m'a laissé voir comme ça par hasard, et puis j'ai reconstitué mais qui n'est pas publié dans les œuvres complètes. Voilà. Et qui n'est toujours pas publié en italien, je ne sais pas pourquoi. Bref, le théâtre a été traduit, et ça, c'est quand même le théâtre de Genève. Donc on a tout le théâtre de Pasolini en français. On en a même plus qu'en Italie, donc ça c'est chouette. C'est bien, ouais. C'est bien. Et j'imagine qu'il reste encore des inédits. Enfin, alors ça, bon, il y a beaucoup, il y aurait beaucoup à faire. Enfin, en tout cas, j'ouvre juste une petite parenthèse. Une traduction qu'il faudrait refaire, c'est celle des sous-titres de Comizi d'amore qu'on a vu hier soir, parce que c'est assez catastrophique. Et donc on pense traduction toujours, évidemment, le côté le plus noble de la traduction, la poésie, les romans, les essais, les écrits théoriques, etc. Mais tout bêtement, les sous-titres, c'est quand même extraordinaire à quel point ils soient négligés. Enfin, je veux pas... Ils sont pas, quand même, je vais défendre les auteurs de sous-titres. Non, parce que le problème, c'est qu'on demande à un traducteur de traduire les sous-titres, et puis il y a quelqu'un qui passe derrière et qui raccourcit. Oui, et donc parfois, on demande au traducteur de raccourcir. Souvent, il ne peut pas le faire, et donc il y a quelqu'un qui souvent ne connaît pas la langue originale, qui raccourcit, et il peut y avoir des contresens qui sont dans des... oui, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Il y a encore un peu de travail. Et alors, on termine le tour avec Nathalie Castagnet, dont je rappelle qu'elle est écrivaine et traductrice de l'italien. Et elle a traduit, on peut dire, toute l'œuvre de Goliarda Sapienza. Et elle a écrit une biographie magnifique de Goliarda, sur Goliarda, enfin une biographie de Goliarda Sapienza, vie, mort et résurrection, les trois mots au pluriel de Goliarda Sapienza. Et Nathalie, première traduction de Pasolini, c'était... Alors, en ce qui concerne Pasolini, c'est vrai que par rapport à René ou Hervé, moi je suis très marginale. Enfin, mon rapport à Pasolini est ancien, parce qu'évidemment j'ai vu ses films, j'ai commencé à le lire assez tôt, mais j'ai traduit peu de choses. J'ai participé en 90 à une édition Gallimard de la poésie alors complète, enfin du moins qui était... tout ce qu'on connaissait, je crois, ce qui était présent. Non, c'était un choix. C'était un choix quand même. Voilà. Mais avant cela, il y avait eu une autre aventure. Et la première, justement, de ces aventures un peu marginales, c'est que j'ai traduit le livre de Dario Bellezza, Morte di Pasolini. Et d'ailleurs, on revient à ce dont parlait René. J'avais eu ce livre, je l'avais lu pour de Noël, en italien, pour commencer, puisque je devais faire un peu le ménage dans ce qui arrivait comme livre italien, de même que René. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Et très peu après, on m'a proposé de le traduire aux éditions Persona. Alors en 82. Dario Bellezza était un ami, un proche, et même, dit-on, l'assistant, le secrétaire oui. Et poète. Il a été. Et poète découvert par Pasolini, encouragé par Pasolini. Exactement, ce qui fait que ce livre, même s'il part ce livre-là, parce qu'il en a écrit un second avant de mourir, qui prend le contre-pied du premier en ce qui concerne la théorie. Et même, d'ailleurs, c'est pas du tout le même genre de livre. Mais là, il part de l'idée fausse que Pelosi est l'assassin, mais comme il a un sens poétique lui-même, qu'il connaissait très bien Pasolini,
le résultat, j'allais dire, du point de vue intérieur, est absolument enfin, moi, je le trouve extraordinaire. C'est un livre auquel je suis très, très attachée. En plus, c'est ma première vraie traduction, en réalité. Je l'ai faite en 82. Et ça paru en 83, je crois. Pardon. Alors, l'autre livre, toujours dans ces espèces de littérature satellite, mais satellite au sens où c'est Pasolini qui est le sujet, et ce sont des écrivains ou des cinéastes comme Marco Tullio Giordana qui a tourné un film et écrit un livre. Mais dans le cas de Dario Bellezza et Marco Tullio Giordana, les deux livres essayent de mener une enquête sur la mort de Pasolini. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est la mort, l'assassinat de Pasolini qui motive l'écriture de ces deux écrivains. Et à ce propos, je voudrais juste dire quelque chose, parce que ça a été dit à plusieurs reprises. Cette mort de Pasolini, là je parle de manière très personnelle, mais la mort de Pasolini, on l'a entendu chez Dasha Maraini ce matin, et puis dans le documentaire de Ernest Pignon, avec Ernest Pignon et Ernest, c'est quelque chose qui continue de nous tourmenter. Parce que ceux qui ont le souvenir de ce matin du 2 novembre, Elisabeth Tarazi, qui aurait dû être ici, en parle dans le texte qui vient être publié. Ce matin du dimanche, très tôt le matin, plusieurs d'entre nous ont reçu un coup de fil, le téléphone qui sonne très tôt le dimanche matin, et cette phrase, je voudrais juste dire ça, et cette phrase qu'on retrouve dans les sous-titres là qu'on a vus, hanno ammazzato Pasolini. Ce qui veut dire on a tué Pasolini, bien sûr, mais hanno ammazzato, c'est ils ont tué. Littéralement, c'est ça. Et cette phrase, comme toute annonce de disparition d'un être qui soit très proche ou qui soit comme Pasolini, parce qu'on ne nous annonçait pas seulement la mort de Pasolini, on nous annonçait son meurtre, son assassinat, son massacre. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est pour dire à quel point les livres que vous avez traduits essayent d'éclaircir un peu à la fois l'énigme policière et le mystère politique de cette mort. Alors évidemment, le livre de Marco Tullio Giordana, que j'ai traduit en 2005 ou 2006, je ne sais plus, 2006, juste après l'Art de la joie d'ailleurs, c'était assez étrange, et beaucoup plus une enquête que le livre de Bellezza, qui est très, très singulier. Non, lui a vraiment cherché, et c'est beaucoup plus l'enquête sur ce qui s'est passé. Et puis, il avait beaucoup plus d'éléments, de toute façon. Et le livre fini, c'était d'ailleurs, j'ai demandé l'aide d'un médecin légiste, parce qu'il y avait vraiment tout le texte de médecine légale. Alors que Bellezza a évidemment dit, il y a quelques phrases, mais presque rien. Là, c'était vraiment plongé complètement dans le côté aussi juridico-médical. Enfin, voilà, c'est très différent comme approche, bien sûr. Mais on reviendra tout à l'heure, puisque vous allez nous lire un extrait. Oui. Mais là, j'aimerais parler de la poésie. Et en parlant de la poésie, j'aimerais parler de la langue, évidemment, puisque le travail de traducteur, c'est ce travail de grande proximité et presque de se couler dans la peau de l'écrivain, et Pasolini dans ce cas. Et donc, j'aimerais parler de cette naissance à l'écriture poétique de Pasolini, qui est une naissance double, si je comprends bien. C'est à la fois une naissance dans la poésie en langue italienne et parallèlement, presque, naissance à la poésie
en langue friulane, ou plus précisément dans une variété du friulan qui était la langue du pays de sa mère, mais encore une des variétés de ce dialecte. Alors, qu'est-ce que trouvait donc Pasolini dans cette langue qu'il a apprise, qu'il ne connaissait pas forcément bien, et pour que ça soit vraiment le véhicule privilégié de sa poésie. Et ce n'est pas un épisode qui se clôt avec sa jeunesse, c'est quelque chose qui traverse tout son cheminement poétique, puisqu'à la fin, il reviendra avec la Nuova Gioventù sur la Meglio Gioventù, qui était le premier recueil. Enfin, voilà, pardon, j'étais un peu longue, mais voilà, comprendre, je pense que c'est important. C'est Philippe Di Meo qui n'est pas avec nous, mais oui, c'est lui qui pourrait. Philippe Di Meo donc, est absent parce qu'il a une crise de sciatique qui est complètement paralysante. Il a écrit un texte mais qui est très difficile et qui donc, il nous a demandé de le lire, mais ce serait très artificiel qu'on le lise, donc vous le lirez dans les actes. Pasolini disait de lui-même, quand on l'interrogeait sur la poésie ou sur son style, il disait qu'il était un pasticheur. Hein, il le disait de manière directe, provocante, comme toujours. Hein, mais en effet, il empruntait des langues, puisqu'il le faisait même d'un point de vue strictement technique. Je disais tout à l'heure qu'il le faisait enregistrer. Hein, oui, les ragazzi, les ragazzi des banlieues. Et probablement, donc, il l'a appris. Par contre, Nico Nardini, lui, parlait friulan. Donc, lui, il avait un rapport au friulan peut-être beaucoup plus naturel que Pasolini. Alors, bon, comme il y a des cinémas de Pasolini, il y a des langues de Pasolini. Il y a une semaine, j'étais dans un débat il y a des traducteurs qui viennent de traduire un recueil dans les cahiers de Gallifet qui sont édités par l'Institut italien de culture. Ils ont traduit les textes de critiques de Pasolini sur des Italiens, ce qui est d'ailleurs un très bon choix qui ne se trouve pas dans Description de description. Et alors quelqu'un dans la salle a dit « Ah, mais Pasolini, ce qui est merveilleux, c'est qu'il a une langue complètement fluide, immédiate, transparente. » Alors quelqu'un dans la salle, alors on dit « On voit que vous n'avez pas lu Pasolini en italien. » Et donc et jamais traduit, exactement. Le traducteur a dit jamais traduit, exactement, parce que, en effet, je vous disais tout à l'heure que j'avais exclu quelques articles, justement, quand je me disais on arrive à un charabia, moi en tous les cas, que je ne peux pas supporter. Donc, pour Pasolini, c'est compliqué, parce qu'il avait donc une langue extrêmement fluide qui est dans l'odeur de l'Inde, ou dans Amado Mio et dans Actes impurs. C'est vraiment, ou dans certains textes, même, alors dans Pétrole, quand vous voyez Pétrole, il y a toutes sortes de langues dans Pétrole. Il y a des passages qui sont d'une très grande limpidité, d'un très grand naturel, d'autres qui sont brusquement des commentaires d'anthropologie, donc qui sont quand même très difficiles. La langue est un peu rocailleuse, quoi. Et puis, il n'avait aucune difficulté de lecture, Pasolini. Donc, il était naturellement dans tous les langages. Et c'est ça aussi qui rend les choses compliquées pour les traducteurs, qui évidemment n'ont pas la même familiarité. Maintenant, encore une fois, le continent noir, la grande difficulté, ce sont les romans romains. Parce que même Jean-Paul Manganaro, qui a fait quand même de bien meilleures traductions que les premières, ça continue à poser un problème. C'est-à-dire que quand les dialogues apparaissent, Pasolini avait... Parce que, par exemple, le friulan, il faisait un friulan italianisé. Hein, donc il faut faire attention, parce que je me rappelle, quand je traduisais Amado Mio, j'étais allé voir, il y avait un libraire friulan à Paris. Alors c'était le rêve, j'allais le voir et je lui dis « Ah, il me dit non, ça c'est pas du friulan. C'est un mot que Pasolini a inventé à partir du friulan. » Et donc, tous les écrivains font en réalité. Les écrivains s'inventent une langue qui, à partir d'une nourriture qui est plus ou moins proche ou naturelle. La traduction des textes théoriques pose d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'il faut que le traducteur
maîtrise aussi le domaine que traite Pasolini, parce qu'autrement il va débarquer dans quelque chose qu'il ne comprend pas, tout simplement. Mais oui, parce que je vous donne tout de suite la parole, mais c'était simplement pour souligner le fait qu'il y a des difficultés qui sont celles que vous évoquez pour les romans romains, Ragazzi di vita, una vita violenta, mais ce sont des difficultés liées au fait que cette langue-là, le romanesco, est une langue qui sonne faux quand on la traduit en français, parce que qu'est-ce qu'on choisit? Un peu de marseillais, un peu d'argot, donc c'est totalement faux. Et là, on a entendu dans la ricotta le romanesco, tous les personnages, à part Orson Welles, qui est doublé par Giorgio Bassani, par l'écrivain Giorgio Bassani, à part, je ne sais pas, l'actrice qui joue Laura Betti, tout le monde parle romanesco. Et donc, on entend cette vitalité de la langue. Donc, mais l'autre difficulté, c'est celle de la difficulté technique de la compréhension de langage que lui, il maîtrise parfaitement. Oui, il y a un problème. Mais il y a une dame tout à l'heure qui nous a dit à René et à moi dans le couloir qu'elle voulait bien donner à qui le voulait Ragazzi di vita una vita violenta, parce qu'elle lisait en italien Pasolini, mais sauf ces deux-là qu'elle ne comprenait pas. Et il faut dire que les gens, quand Pasolini a publié ces deux livres, il a dû, à la fin de chacun d'eux, donner un lexique pour que ses lecteurs italiens puissent comprendre ce qui était dit dans les dialogues de ces personnages. Donc la difficulté des traducteurs de ces deux livres, c'est aussi la difficulté des lecteurs, même des lecteurs italiens, à lire effectivement ça. J'ouvre une petite parenthèse, c'est un problème assez similaire pour les romans antillais en France. Hein. On a ce cas-là dans les romans qui ne sont pas écrits en créole, qui sont écrits c'est dommage de dire, j'avais invité Patrick Chamoiseau pour qu'il parle de ça justement, puisque lui-même fait la même chose. Quand il a publié son premier livre, Chronique des Sept Misères, il a fallu mettre un glossaire, et quand il a eu Texaco son prix Goncourt, il a fait un petit livre destiné à tous les traducteurs du monde, parce qu'évidemment le Goncourt est traduit dans 40 langues, et où il expliquait tous les mots, parce que même un Français n'aurait pas pu lui expliquer ces termes. Ouais, c'est une vraie question importante, parce que ça recoupe justement des choses aujourd'hui très importantes de défense des cultures. Mais sur la question du charabia, disons, comme tu dis, moi j'ai l'impression d'être un spécialiste du charabia. C'est-à-dire que quand je travaillais avec Caroline Michel, quand on a traduit à deux, par exemple, le théâtre, moi j'étais le spécialiste du charabia. C'est-à-dire que quand on tombait sur une page totalement incompréhensible d'un point de vue syntaxique, j'arrivais à deviner quelque chose, et je pense avec la connaissance du lexique, quoi. C'est-à-dire avec le souvenir, parce que j'ai des souvenirs assez, j'ai une mémoire étrange, il y a beaucoup de choses que j'oublie. Pasolini, j'oublie rien, c'est toujours c'est uniquement la motivation, je crois, ça marche comme ça le cerveau. Et donc je retrouve toujours des choses qui se trouvent écrites quelque part, et je me dis donc c'est peut-être en relation avec ça. Et je finis par imaginer que peut-être dans cette page ça veut dire ça. Mais parfois on en est là, hein. Ce qui est quand même probablement le résultat de la manie graphologique de Pasolini. C'est-à-dire que quand on calcule le nombre de pages qu'il a écrit dans sa vie, il a écrit à un rythme effréné. Donc, de temps en temps, il avait beaucoup plus de temps pour se relire, et c'était beaucoup plus clair, et ça donne aussi ce genre de... Ou alors, il y a une inspiration parfaite pour l'odeur de l'Inde ou d'autres, où tout est fluide, et d'autres moments, probablement, qui sont laissés plus tels quels, et où on a effectivement une vraie difficulté. Et ça rejaillit, je finis avec ça, parce que tout à l'heure je lirai un petit peu de ça, ça rejaillit ailleurs de façon plus intéressante, parce que c'est pas un défaut, c'est une forme, c'est comme ça. Et ça rejaillit dans le problème de ce que dans le grand champ des troubadours, on appelle le trobarclus, c'est-à-dire l'hermétisme. Oui. Et donc, il y a un aspect d'amour de l'hermétisme chez Pasolini critique, et ensuite, dans son travail, ce n'est pas un amour, mais
de temps en temps, il est dans l'hermétisme, ou volontairement, il est dans l'hermétisme. Et Transhumane et organisé, Transumanare et Organizar, c'est vraiment son dernier recueil complètement inédit, hein, puisque le dernier, c'est la Meglio Gioventù, la Nuova Gioventù, mais il y a la Meglio Gioventù qui est déjà fait. Et on double le recueil. On retourne. Mais on le redouble et on republie. La moitié du livre est une republication. Tandis que Transumanare et Organizar, c'est le dernier. Et c'est le moment du risque, comme dit Florence Pazzotto qui a traduit le livre, c'est le risque de l'impoétique. Et il y a cette délibération, cette volonté de jouer avec presque l'impossibilité de la compréhension, ou presque l'impossibilité le poétique se dit par l'impoétique. C'est aussi une revendication. Voilà. Donc il a peut-être tourné quelque chose en revendication. C'est encore une vérité. Subversion, on peut dire. Mais et autre difficulté qui est peut-être liée à l'époque, parce que moi j'ai un souvenir un peu cauchemardesque d'avoir essayé, et je n'ai jamais réessayé, de lire les écrits théoriques, les débats théoriques sur le cinéma. Et c'est l'époque du Festival de Pesaro, c'est Christian Metz en France, et le dialogue, le débat entre Christian Metz et Pasolini. Et là mais c'était aussi... Je dis juste un mot, mais ça c'est vraiment sur le fond. C'est-à-dire que là, c'est le Pasolini philosophe. Et moi je crois, parce que c'est la première chose sur laquelle j'ai travaillé, donc ça fait 40 ans que je retourne la chose, je crois que c'est très sérieux. C'est très très sérieux, même s'il s'est arrêté assez vite. Donc il n'a pas fait école, il n'a pas continué à faire des livres. Mais c'est très sérieux, mais c'est extrêmement touffu. C'est extrêmement difficile, mais là, ce n'est pas une écriture, c'est vraiment dans l'ordre de la pensée, c'est-à-dire que ça va très vite. Il prend tout ce qui se dit à cette époque-là et il essaye de faire sa propre philosophie de la chose, qui est très, très hérétique, comme il le dit dans son titre, par rapport à ce qui s'écrit chez les professeurs de sémiologie. Donc c'est une sémiologie parfaitement hérétique, qui n'a pas eu de suite, mais qui est, d'un point de vue philosophique, théorique, réellement très intéressante, qui ne concerne pas que le cinéma. Langue, littérature, cinéma, empirismo heretico. Et cinéma comme langue du réel, de la réalité. Nathalie, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je pensais que tout ça était dû aussi sans doute à sa dévoration de lecteur. Et il lisait toutes sortes de choses. C'est pas seulement au fait qu'il écrivait énormément, mais au fait que aussi il lisait énormément. Et donc tout ça s'accumulant. Enfin, je pense. Je suis pas du tout spécialiste de cet aspect, ce versant de Pasolini. Par ailleurs, il me semble qu'on ne peut pas nier à Pasolini une qualité de grand pédagogue. C'est-à-dire qu'il est en même temps capable je pense qu'il avait vraiment une passion de l'enseignement quand il a enseigné dans le Frioul. Ensuite, il a été obligé de quitter parce que pour actiem impuri, il a été exclu du Parti communiste, radié de l'éducation nationale. Mais enfin, ces années d'enseignement, et puis qu'il a continué à Rome, je pense qu'il était un pédagogue dans l'âme. Et je suis éblouie parfois par sa capacité justement de mener un raisonnement avec une acuité, une logique, et on l'entend même tout simplement dans la manière harcelante de poser les questions dans Comizi d'amore. C'est-à-dire qu'il ne lâche pas, mais il ne lâche pas avec une sorte d'emballement de logique. Donc, il y a ça aussi. C'est vrai qu'il était, je pense, convaincu qu'il arriverait à convaincre. Alors, par exemple, parlons de Empirismo Heretico, où il y a beaucoup de choses différentes dans ce livre, et dont le dialogue qu'il a fait avec Ninetto. Alors c'est très intéressant parce qu'il veut expliquer sa grande thèse du langage du cinéma, le langage de la réalité par la réalité. Il y a de cette thèse différentes versions disséminées dans toute son œuvre, dont un dialogue avec Ninetto. Et alors, c'est très amusant, parce qu'évidemment, on voit comment il essaie de faire dire à Ninetto
avec des mots extrêmement avec une simples. maïeutique. Avec une maïeutique, en effet. Et bon, on est net, on comprend plus ou moins ce que veut lui dire Pasolini. Et le texte qui a été cité plusieurs fois sur le mange-réalité ou dévot-réalité, qui est un texte très important, en effet, qui se trouve dans Trasumanare Organizzar. C'est un poème qu'il a écrit donc, à propos de son voyage au Brésil. Et il le fait, et il recommence avec Joaquin, un malheureux garçon des favelas, à qui il essaie d'expliquer la sémiologie du cinéma. Donc, vous voyez, c'était une espèce d'obsession, et de ce dialogue, peut-être imaginaire évidemment, il en fait un poème. Donc ça devient encore une autre strate pédagogique, poème dont il savait, enfin je parle du recueil, il savait parfaitement que ce recueil serait terriblement obscur pour beaucoup, donc il en fait l'explication. Il fait lui-même, il va faire une autocritique. Une variante. Ce que vous dites soulève quelque chose de très intéressant dans le cas de Pasolini, c'est-à-dire qu'il donne plusieurs versions ou possibilités d'expression, tant je pense il avait ce besoin extrême de s'exprimer, de communiquer, et quand il dit la mort, ce n'est pas de ne plus communiquer, c'est de ne plus être compris, c'est ça, il voulait parler. Et il donne donc plusieurs chances à ce qu'il a à dire à travers les articles qu'il écrit dans la presse, à travers l'essai, à travers la poésie, à travers le cinéma, à travers... Enfin, c'est en même temps, parce que, enfin, on a souvent évoqué ce poème, le poème aux étudiants, oui, le PCI aux jeunes, oui. Qui est un poème qui a d'abord été publié par Nuovi Argomenti, donc dans une revue littéraire destinée aux, comme on dit en italien, addetti al lavoro, c'est-à-dire les gens spécialistes. Malheureusement, le poème paraît dans l'Espresso, pardon, avant, oui, et coupé de son commentaire. Et donc, les commentaires, après, Pasolini s'en est défendu en disant il fallait mettre le commentaire. Mais le fait qu'il fallait mettre le commentaire, ça montre que c'était un mauvais poème. Il le dit lui-même, de lui-même. Oui. Et en effet, il s'en est rendu compte parce que le poème a été extrêmement mal compris. Enfin, c'est l'intention poétique. Les gens ont compris ce qui était écrit, bien entendu. Mais l'intention, oui, enfin bon, on comprenait qu'ils s'en prenaient aux étudiants, en tous les cas. Ça c'était évident, et qu'ils défendaient les flics. Mais alors, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas exagérer, hein, ou alors on fait dire le contraire de ce qui est écrit. Ah, non. Mais il avait besoin d'un commentaire. Il pensait que c'était ironique. C'est une fake news. Hein. Pour moi, c'est une fake news. C'est-à-dire que très peu de vers ont été publiés dans l'Espresso. Donc la discussion s'est faite autour de quelques vers, alors que le poème en faisait 200 ou 300 dans Nuovi Argomenti. Bon, donc, oui, mais c'était donc pas un privé de commentaires. C'était seulement un morceau tronqué, et ensuite avec un commentaire, justement, mais d'autres qui lui donnaient l'idée qu'il insultait les étudiants. Bon, il y a eu un très très bon dossier là-dessus d'un groupe de jeunes gens un peu anarchistes qui montre que tout ça est absolument absurde. Pasolini n'était pas du tout un défenseur de la police ni contre les étudiants. Il a défendu la révolution étudiante en disant c'est la plus belle chose depuis la résistance. Il l'a dit. Bon, bref. Donc moi j'ai refait quelques pages là-dessus dans mon dernier livre sur Théorème, un livret dans un DVD digibook, ça s'appelle un digibook, où je raconte toute cette histoire, parce que tout de même, c'est une fake news. Voilà, c'est quelque chose qui a été construit médiatiquement par le journal L'Espresso, et Pasolini s'est fait avoir. Donc il a bien voulu aller discuter, on lui a mis contre lui des gens qui n'avaient pas lu, et qui ont dit, vous dites ça, il ne l'avait pas dit, il ne l'avait pas écrit, et c'est très compréhensible en fait, on sait très bien ce qu'il dit. Il dit, moi je suis de gauche, j'ai fait la révolution avant vous, il faut qu'on discute, c'est vous qui êtes en train de la faire, et il faut discuter sur la manière de le faire. Bon, grosso modo, c'est ça. Et le reste, c'est de la rhétorique. Mais réellement, hein, il faut reprendre la chose dans le fond. Moi, je suis tout à fait convaincu de ça.
C'est le danger d'écrire sous forme poétique. C'est le danger d'écrire sous forme poétique avec des extraits qui peuvent être isolés. On ne lui a pas demandé son avis. Oui. On lui a volé son extrait. Enfin, je pense qu'on pourrait passer des heures à parler de ce poème-là en particulier. Du mythe de ce poème. Mais c'est aussi une preuve des malentendus qu'il a pu créer, des malentendus qu'on a voulu créer en tant que lecteur, mais aussi des contradictions qui le traversaient sans cesse. On l'avait dit tout le long de ces rencontres, mais des contradictions qui faisaient que quand on était lycéen, comme c'était mon cas à l'époque, on était attentif à ce qu'il disait. Entendons-nous bien, au niveau de lycéens de province qui n'avaient accès pratiquement à rien. Mais s'il y avait un poète, un écrivain qu'on avait envie de rencontrer, c'était Pasolini. Et pourquoi ? Parce qu'il nous obligeait à penser contre nous-mêmes. Il nous montrait des choses que les autres ne montraient pas. Et on comprenait ce qu'on pouvait, évidemment. Mais alors, est-ce que le moment est venu quand même de lire, parce que je ne me rends pas compte du temps, est-ce qu'il y a un maître des horloges, là, c'est fini ? Oui, on peut lire quand même. Alors, oui. Alors, vous voulez commencer ? Oui, Alors, d'accord. le livre, il faut que je le présente parce que malheureusement, le livre sort dans quelques jours, donc il ne pouvait pas être ici. Bon, je l'ai dans les mains parce qu'il a été imprimé, mais ce n'est pas moi qui l'ai traduit. C'est une poète française assez connue qui s'appelle Florence Pazzotto et qui a une écriture très particulière. Finalement, je me rends compte après coup très proche de cette série d'explications tortueuses, très compliquées, extrêmement précises de Trasumanares et Organizar. Donc je pense que la rencontre a été très réussie. Moi, j'ai beaucoup parlé avec elle sur cette question de la traduction, et puis elle m'a demandé d'en faire une postface. Donc j'ai fait la postface qui essaye d'expliquer l'inexplicable, parce que c'est quand même très très compliqué. Alors ce recueil, ça est sorti en 71, c'est quand Pasolini s'est remis vraiment à faire de la poésie, 68, 69, 70. Donc ce sont les poèmes qu'il a fait en 68, 69, 70 qui sont parus dans plein de revues, donc sur des sujets très précis que ses lecteurs comprenaient à cette époque-là, puisque c'était dans les journaux, mais qu'on ne comprend plus après coup. Donc on pouvait encore comprendre en 71, et maintenant il faut des notes. Donc là, il y a beaucoup de notes qui sont mises ailleurs pour ne pas gêner le poème, mais qui sont pour expliquer de quoi il retourne. Ça commence par l'assassinat de Bob Kennedy. Ça s'appelle « Il ou tu » et ça se termine sur une sorte de déclaration d'amour à Maria Callas. Ça s'appelle « La présence », enfin une déclaration d'amour très particulière qui se termine sur « faisant venir l'envie de t'embrasser ». Voilà, donc ce recueil se termine par ce vers « faisant venir l'envie de t'embrasser ». Et c'est bien Pasolini qui dit il se passe quelque chose en toi là qui me fait venir l'envie de t'embrasser. Et puis ça commence, mais ça commence aussi par Bob Kennedy qui parle il a une bouche à baiser. Une bouche à baiser, à donner des baisers, qui est une citation manifeste de Joyce. Il y a beaucoup de Ulysse, beaucoup de citations, d'allusions à Ulysse de Joyce à l'intérieur de Trasumanares, ainsi que énormément d'autres choses qui sont très passionnantes que Florence a trouvées. La relation à Joyce, je veux dire, c'est assez frappant et magnifique. Je lis juste un petit début et une petite fin. Le nom de l'éditeur, c'est Lanskin, et la traduction qui a été choisie, c'est transhumané et organisé. Elle a préféré transhumané à transhumaniser. Elle l'explique dans une petite note. Voilà. Je commence juste le début et la fin. C'est peut-être pas mal. Il ou tu. Il y a une petite note qui dit sur commande de la télé. La honte. Donc, il ou tu. Tu nais, il naît, pas dans la tombe, mais dans mes sens. Il est certain visage, avec un sourire d'adolescent, qui démontre qu'aucune société ne contient le monde. De là où tu nais, il naît, donc pas, mais dans les sens d'autrui, vivant de cette vie qui dépasse de si loin l'infinie capacité même des États-Unis. Ce sourire suffit. Lui qui donne envie d'embrasser la bouche qui le donne, même par calcul, au monde.
Il fait en sorte, dis-je, qu'un juif d'élection, mais qui ne peut charnellement aimer que des Arabes, puisse écrire sur commande une déclaration d'amour, pas un chant funèbre. Il était mort quand tu étais, ou il était Bob Kennedy, par calcul. Et l'innocence d'un adolescent quadragénaire était donc mise au service du pouvoir. Et là, ça continue sur la relation à Bob Kennedy, à l'assassinat de Bob Kennedy, écrit 1 an après l'assassinat de Bob Kennedy. Le juif d'élection qui ne peut aimer charnellement que des Arabes, c'est Pasolini. Tu es dans la tombe, c'est Bob Kennedy. Tu es dans la tombe, mais tu n'es plus dans la tombe parce que depuis que tu es mort, tu as transcendé le fait que tu étais mon ennemi politique. Voilà. Et donc tu es une sorte de saint possible. Et donc cette complication d'explication sur l'assassinat de Bob Kennedy a été fournie à un journal sous forme de poème 1 an après, pour l'anniversaire de l'assassinat de Bob Kennedy. Donc Bob Kennedy, Robert, le deuxième assassinat de Kennedy. Et puis je termine par la fin du dernier poème, pour aller vite, que j'aime beaucoup. Néanmoins, il s'agit cette fois d'une île grecque et de sa relation avec Maria Callas, un amour plus important, enfin un affect plus important que n'importe quel amour, défini par l'un des vers de Transhumané. Néanmoins, elle, l'enfant, il suffit qu'elle soit négligée un seul instant, elle se sent perdue pour toujours. Ah, non pas sur des îles immobiles, mais sur la terreur de ne pas être, le vent court, le vent divin qui ne guérit pas, au contraire, aggrave le mal toujours. Et tu cherches à l'arrêter, celle qui voulait revenir en arrière. Il n'y a pas un jour, une heure, un instant où l'effort désespéré puisse cesser. Tu t'agrippes à n'importe quoi, faisant venir l'envie de t'embrasser. 23 août 1970. Voilà, ça c'est la fin de Transhumané. Bon, je laisse la parole aux autres. René. Alors, traduction d'une nouvelle traductrice de Pasolini, voilà, la dernière arrivée. Et le livre bientôt. Et le livre demain, après-demain, voilà, va être présenté et sorti aux éditions Lanskin, Florence Pazzotto. Je sais déjà qu'il va y avoir un grand article dans Le Monde, parce qu'on m'a appelé pour me dire, pour me faire commenter. Donc on va guetter et la sortie du livre et la sortie de... Et apparemment, ils vont parler de Cheminadour quand même. Oui. Ah oui. Qu'est-ce que je fais? Et lecture donc je lis l'aube uniquement en français. Donc c'est un poème que j'aime beaucoup, qui est l'Aube méridionale, qui est un poème qu'il a écrit. Il a écrit plusieurs poèmes au moment des repérages de l'Évangile selon saint Matthieu. Et donc ça porte sur Israël. Alors évidemment, je dis parce que c'est tellement d'actualité. Vous savez, quand il a fait ses repérages en Palestine, et on en a parlé dans le film, là, en fait, il a décidé de le faire à Maté, là, pas du tout en Palestine. Et donc, il a fait un premier film de repérage en Palestine où il se rend compte que la Palestine n'est plus la Palestine. C'est-à-dire que la Palestine est devenue Israël, et qu'il ne se reconnaît pas du tout, évidemment, il ne reconnaît pas surtout les habitants d'Israël, dans les habitants d'Israël qui sont installés, qui sont évidemment pour la plupart venus d'Europe centrale, de Pologne, et ne correspondent plus du tout au paysage humain, en tous les cas, mais pas uniquement humain. Il parle aussi de la destruction des paysages, voilà. C'est un film extrêmement intéressant et qui malheureusement est d'actualité, parce qu'on s'aperçoit bien qu'il y a eu quelque chose que le paysage change, voilà, avec les habitants, bien entendu. Bon, il y a une question de deux millénaires qui ont passé, quand même, c'est pas uniquement une question politique de colonisation, mais voilà. Je vous lis simplement 2 pages. Comme dans un voile jaune brodé de poussière épaisse devenue boue, Jérusalem, la vallée de l'Hébron, échafaudage de fanges effritées, durcies sur d'autres fanges, excréments blancs comme du sucre, graffitis de pentes et de villages, sur des pentes et des villages, légers comme des ossements. La Géhenne, avec son petit ruisseau à sec, à l'horizon, un apic de gaz souillé de sang tendrement jauni, et les marques rêveuses des Lazarets,
à découvert, des sanctuaires art nouveau, des oliviers monstrueux de douce vieillesse, comme s'il m'y conduisait à l'intérieur par la main un sévère diable d'argile méditerranéenne, comme si j'y retrouvais à l'intérieur la paix que l'érotomanie veut pour son enfer, comme si était revenu l'été dans les boyaux de chaux des villes de mer. Sexe à Jérusalem, religion à Jérusalem. En même temps, dans une sévère balnéaire ère barbare, libido à Jérusalem, piété à Jérusalem. Une vieille ville de province sous le soleil, une capitale normande, dans la touffeur du couvre-feu. Un fourmillement de germes de douleur fleurissant à nouveau sur d'anciens centres pathogènes. Méconnaissable à mes côtés, Don Andrea, c'était le prêtre qui l'accompagnait, fruit de condensation d'autres temps dans la continuité du monde officiel. La touffeur lui donne ce sentiment de terreur qui, devenu cosmique, couvre d'irrémédiables plaies d'asocialité. Pauvre Don Andrea, lui aussi, avec sa terreur qui affleure sur le masque de prêtre, autothérapie, modèle entièrement occupé de sa propre âme, dont on peut tout sceller, sauf les yeux. La grâce de l'aîné prêtre avec sa mère pauvre, la mollesse des t-shirts européens sur les ventres méditerranéens des garçons aux ombres louches sur les lèvres, les cotons imprimés des pèlerins maîtres chanteurs, pauvres petits, avec leur Jésus idiot dans le cœur. C'est un ton typiquement pasolinien. Très beau. Oui. Moi d'abord, avant de lire, je voudrais quand même citer un des livres que j'ai traduit, donc on en a parlé, mais c'est celui de Susanna Colucci Pasolini, donc la mère de Pasolini. Ce n'était pas un livre à proprement parler, mais un texte qui était destiné à sa famille, c'est l'histoire familiale. C'est extrêmement intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que Pasolini a repris dans des poèmes de jeunesse des choses qu'elle raconte dans On l'a entendu hier, voilà. L'histoire du soldat Vincenzo. Du soldat de Napoléon. Ça vient de là. C'est un des... ce soldat napoléonien qui a fait la campagne de Russie exactement. et qui est sauvé par une Polonaise. Enfin, après avoir été sauvé d'une certaine façon par son cheval, dont il tranche le ventre pour pouvoir survivre dans la neige. Chaud. Voilà, exactement. Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas, on avait choisi 3 choses. En fait, je ne vais pas en lire 3, mais si je peux en lire 2. Un poème de jeunesse de Pasolini qui faisait partie du recueil de 1990, et puis une page du livre de Bellezza où il cite Pasolini. Voilà, donc moi aussi, je vais simplement lire en français, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc le poème de jeunesse. D'abord. Quelque chose qui était à la fois mal et joie a frappé ma conscience, tout jeune encore, bouleversé tout ordre. Mais si mon malheureux état se perd dans le mouvement où se perd avant la naissance, à l'intérieur des sens, après la mort, l'unicité de l'être, quel état peut-il résister ? Je vois que la condition de l'homme sur l'écorce du monde, pour moi, homme devenu le seul réel, est faite d'un peu de sordide poussière, d'une aveugle utilité, plus misérable encore que celle de l'animal, cette condition de l'homme qui, faisant de l'avoir sa défense contre le cosmos, s'est accroché au monde avec ville et choses et inconsciemment l'a créé. C'est la fin de ce poème qui m'a toujours frappée, et d'ailleurs où je trouve des échos de choses qu'on a entendues, je crois même cet après-midi. L'idée de que cette espèce de cette espèce de création inconsciente du monde par l'homme qui l'habite, par angoisse en fait. Enfin, oui, c'est ça, c'est une création qui a sa source dans une angoisse.
Et donc, bellezza, donc je répète, son point de vue, sa théorie est erronée, mais c'est un poète. Et il y a les échos de Pasolini. Déjà, Pasolini avait tout prophétisé. Les restes du vieux Pasolini sur l'horizon de l'agro, taudis et amas de gratte-ciel. Nous sommes avec ce poème en 1962, et Pasolini, dédoublé, se voit mort là, parmi les ordures de la nouvelle hostie, exactement comme il adviendra plus tard dans la réalité, en racontant un retour en taxi de Fiumicino à Rome, où il a effeuillé une rose charnelle de terreur et de douleur, avec 5 roses incarnées, cancer de rose dans la rose première. Sa plus grande douleur dans la mort, quand il ne sera plus, la 5e douleur est de savoir que des milliards de vivants s'éveilleront dans la douceur d'un matin, comme chaque matin de leur vie, dans leur tricot brûlant, dans le bain de leur première sueur, heureux ceux-là, heureux, eux seulement heureux. Seul vit celui qui n'est pas né. Il vit tant qu'il vivra, et tout sera à lui, est à lui, fut à lui. Tandis que pour Pasolini, comme pour moi, pour les restes du vieux Pasolini, sur l'horizon de l'agro, taudis et amas de gratte-ciel, la vie est finie, et je serai là, au bord de la mer où la vie recommence, seul ou presque, sur le vieux littoral, au milieu de ruines d'anciennes civilisations, Ravenne, Ostie ou Bombay, peu importe. Je commencerai peu à peu à me décomposer dans la lumière déchirante de cette mer, poète et citoyen oublié. C'est ce qui est arrivé juste comme il l'avait écrit. Il est mort dans la lumière déchirante de cette mer. Alors, il ne me restait plus à moi, son fils d'autrefois, il ne me restait plus qu'à me servir de ses images, de sa poésie, pour retrouver les vraies raisons de sa fin incertaine et cruelle, puisque sa vie est finie et que Rome, derrière les méandres du Tibre, gonflée d'arbres splendides comme des fleurs, blanc poudroiement de ville en gestation, forme incertaine comme un incendie dans l'incendie d'une nouvelle préhistoire, ne l'attend plus. Oui, pensais-je, il ne me reste plus pitoyable rançon, outrage à la vérité vraie que la littérature. Merci, merci à vous trois, merci René, Hervé, Nathalie. Merci, continuez à traduire. Merci, merci à vous.